Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Ce soir, je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Salut les gars. Avec Michael. Salut Michael. Bonsoir. Et avec Varam. Salut Varam. Salut l'équipe. Alors, ce soir, c'est notre 10e épisode déjà de notre deuxième saison. Le temps passe vite, tellement vite que nous avons oublié de célébrer nos 1 an d'anniversaire. Et oui, on est déjà bientôt à la fin du mois d'octobre, mais au début du mois d'octobre, Xamcast a fêté déjà ses 1 mois d'existence. Le temps passe vite, messieurs. Hein. Déjà, effectivement, ça s'est développé super vite. On est très content d'avoir fait ça. Et ouais, déjà 1 an. On se souvient de ce premier épisode et on a déjà pu accueillir 2 personnes qui n'étaient pas là dès le début, rien que dans cet épisode avec Varam et Mathéo. Donc un bon développement, je pense, durant cette première année. C'est ça, on est plutôt content du mercato effectué. Alors on va recruter plutôt en Italie. Il faudrait essayer d'ouvrir d'autres horizons, mais voilà, pour l'instant, on est assez content. Alors, au sommaire de ce 10e épisode, cette fois, nous avons un match à débriefer après la pause internationale, puisque le 18 octobre, c'était Étoile Carouge qui s'est déplacé à la Maladière. Et puis, nous aurons notre 3e épisode de Joueurs de légende. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et puis, en fin d'épisode, nous ferons le briefing du prochain match qui nous emmènera au Tessin. Voilà, messieurs, je propose qu'on passe tout de suite à la première rubrique. Voilà, donc ce vendredi 18 octobre, comme je vous le disais, Étoile Carouge s'est déplacé à la Maladière pour un match au sommet, puisqu'on le rappelle, à l'aube de cette 11e journée de Challenge League, les deux clubs étaient à égalité de points, à 19 points avec le FC Thun. Neuchâtel Xamax n'était devancé par les deux clubs que par la différence de but. Alors, on l'avait dit la semaine passée lors du briefing, on s'attendait à un match extrêmement compliqué et malheureusement pour nous, nos prédictions se sont avérées. Puisque Neuchâtel Xamax a pris une leçon. On va faire un premier résumé très synthétique comme ça. A pris une leçon de football contre Étoile Carouge et s'est incliné logiquement même en plus sur le score de 3-0. Même la victoire de Carouge n'est pas usurpée et le score en lui-même n'est pas usurpé non plus. Alors avant qu'on rentre un petit peu dans les détails, je vais vous lire les réactions de nos suiveurs Instagram et de nos auditeurs. Alors, tout d'abord, on a Grégoire M. On a 2 Grégoire qui ont réagi. Grégoire M qui nous dit « Encore beaucoup de job ». On a Tim qui nous dit « Carouge a été tranchant devant, ce qui nous a manqué, et un milieu absent de notre côté ». Thomas qui nous dit « Pas foutu d'élever le niveau, on est bon pour rester en Challenge League encore un moment ». Alex, donc c'est pas notre Alex, c'est un autre Alex qui nous dit « Déçu, manquait l'envie et l'agressivité ». On a, alors lui, son pseudo, c'est Elgesh17, je connais pas son prénom, qui nous dit trop d'espace, peut-être essayer de changer les attaquants titulaires. On a Fabienne qui nous dit, je me suis embêté. Alain, c'est comme un rendez-vous manqué. Thibaut qui nous dit non. Lui, il avait juste pas envie de partager des impressions, je pense, tellement la déception était grande. Thibaut qui est bien connu des suiveurs du club neuchâtelois. Et puis, on a Grégoire Jeanneret, lui, il connaît aussi, il est passé à l'antenne d'Examcast, qui était en vacances en Espagne. On lui fait un petit coucou, mais il a quand même eu le temps de regarder le match depuis Barcelone, si je me trompe pas. Lui, il synthétise en disant « Belle leçon de Carouge ». Donc voilà, cette défaite n'a pas fait exception. Nos internautes réagissent beaucoup plus quand Xamax perd que quand Xamax gagne. Et puis, j'en discutais avec le community manager du club, c'est aussi valable pour les canaux officiels du club. En fait, il y a beaucoup plus de réactions lors d'une défaite que d'une victoire. C'est d'autant plus surprenant que les défaites sont quand même plus rares cette année qu'elles ne l'étaient l'année passée ou encore plus l'année d'avant. Mais voilà, c'est un peu une constante qu'on observe de la part des suiveurs neuchâtelois plus prompts
Voilà, à sortir le clavier pour les défaites que pour les victoires. Voilà un petit peu pour les réactions. Bah, messieurs, on a vu le même match que la plupart de nos auditeurs qui ont réagi. Et puis, je sais pas finalement si on peut se dire que Neuchâtel Xamax a été décevant sur ce match ou s'il a simplement été dominé par une équipe, par un collectif carougeois nettement supérieur au nôtre, messieurs. Bah, je sais pas à quel point on peut. Enfin, il y a forcément une part où à certains moments clés on a raté le coche, mais personnellement, je sais. Enfin, j'ai tendance à trouver, et du coup c'est un match qui confirme ça, que Carouge sur ce début de saison montre des choses bien plus convaincantes et en tout cas a un projet de jeu bien plus évolué que le nôtre. Maintenant, peut-être qu'on rate le coche à certains points parce que même comme ça, même si on sait que c'est une équipe qui joue très bien, il y a forcément des moyens de s'en sortir. Là, ça a clairement pas été le cas. Mais après, en soi, bah, ça reste un match où il y a une équipe qui était vraiment au-dessus de l'autre. Donc c'est difficile de dire à quel point Xamax aurait dû faire mieux dans tel ou tel secteur parce qu'il y a une équipe qui est très bonne et qui, pour moi, n'est pas juste là parce que par rapport à une certaine euphorie et peut tenir sur la durée s'il n'y a pas trop de pépins dans l'effectif, évidemment, parce que c'est une équipe qui est très évoluée, hein, même pour de la Challenge League, honnêtement. Oui, effectivement. Et ben voilà, ils ont cette fois-ci pas renié leurs principes, hein, puisqu'on le rappelle lors du match aller qui a été intervenu à la deuxième journée, ils avaient un peu renié leurs principes de jeu où ils nous avaient laissé le ballon, ils avaient procédé par contre, ça leur avait très bien réussi puisqu'ils avaient inscrit 3 buts en première mi-temps dans des situations de contre-attaque, alors que nous on avait eu beaucoup de peine à trouver la fin, enfin on l'avait même pas trouvé en première mi-temps. Et puis, on pouvait s'attendre à ce qu'ils reproduisent ce plan de jeu, mais pas du tout. Ils ont, dès les premières minutes, mis le pied sur le ballon. Et il n'y a pas eu de grosses occasions. Et puis, paradoxalement, ils ont ouvert le score sur, pas sur une action construite, mais une erreur, on va dire, bien aidée par plusieurs petites erreurs de la défense neuchâteloise, Mathéo. Oui, ben on est un petit peu léger aux alentours de nos 25-30 mètres. Il y a une mésentente au niveau du secteur, on va dire, des milieux défensifs. Nos adversaires récupèrent le ballon et puis il y a une frappe qui est adressée sur laquelle on va revenir au sujet de début de saison. Notre gardien Meragic n'a pas non plus la main super ferme, donc c'est un peu un enchaînement d'erreurs qui amène ce but, qui amène l'ouverture du score. Bon, Ouais, mes ententes, mais aussi, je pense que c'est aussi parce que Epito doit précipiter sa passe à cause d'une glissade. Donc, et derrière, le ballon est pas forcément optimal pour Fat Kitch qui peut peut-être quand même faire mieux ou dans tous les cas éventuellement dégager en panique. Je pense qu'il était peut-être aussi un peu léger. Et effectivement, Meragic qui a la main qui est probablement pas assez ferme. Mais oui, alors paradoxalement, ils marquent pas sur une action construite, même si finalement ça rentre aussi dans la logique de leur projet de jeu. Ils nous ont pressés, ça a payé et c'est venu un peu comme un fruit mûr. Il a suffi un petit couac en partant de la glissade d'Epito. Et puis c'est venu finalement assez naturellement en pressant dans l'axe. Et puis voilà quoi. Ouverture du score qui, pour le coup, est frustrante parce que même si sur ces 20 premières minutes, le plan de jeu de Carouge il est déjà bien identifié, euh, Carouge s'est pas procuré pour autant des occasions, forcément. C'est une équipe qui va avec de la patience et c'est dommage d'offrir encore des cartouches soi-même. Déjà que c'est compliqué à défendre sur attaque placée, une équipe comme ça qui bouge aussi bien. Là, c'est sûr que c'est un but qui est quand même en partie offert par les soucis du secteur défensif là. oui, totalement. Alors, en plus de ce que vous venez de dire, messieurs, je rajouterais aussi quand même
un manque de pressing sur le porteur du ballon parce que tu l'as dit, Michael, Johan Epito glisse et puis remet un ballon pas idéal. Kenan Fatkic, selon moi, il reçoit un ballon pas optimal et il aurait pu, comme tu l'as dit, le dégager loin, un peu n'importe comment ou le mettre directement en touche. Il perd le ballon. Mais derrière, le bloc, on n'était pas complètement désarticulé. Le bloc était en place. Et puis, sauf erreur, c'est Casley, oui, qui récupère le ballon avant de le transmettre à Nwendo. Et puis, Nwendo s'avance et il n'y a aucun Xamaxien qui vient en opposition, alors qu'il y avait quand même du monde. Je veux dire, il s'est pas présenté seul face à Omer Agic. Donc, c'est aussi le comportement défensif quand on perd un ballon qui a apporté préjudice quand même sur cette situation de jeu. Bon, on est pris un peu par surprise avec cette perte de balle soudaine. C'était pas forcément simple de resserrer directement sur le porteur, mais c'est là qu'on voit que sur des phases de relance comme ça, où forcément les joueurs ont tendance à plutôt avoir un bloc écarté pour offrir des solutions. C'est là que ça devient tout de suite très vite fatal de perdre des ballons parce que c'est pas si simple derrière de resserrer sur le joueur et sur le ballon pour empêcher une frappe. Ouais, mais bon, il récupère pas le ballon dans les pieds de Fatkic et puis frappe direct, quoi. Et alors, il a pas 30 secondes avant de frapper au but, mais à mon avis, il a quand même un petit moment avant de pouvoir marquer. Oui, mais c'est Casley au moment où, ouais. Non, il y a une première. Je crois que Chapuis la donne à Casley qui transmet ouais, c'est ça, Nwendo, c'est Chapuis. mais le truc c'est que c'est un peu. Quand je dis par rapport à ça, c'est qu'on est sur une relance courte. Gonçalves est écarté, le latéral droit est écarté. Non, oui, c'est juste. Pour revenir serré, c'est compliqué. C'est pour ça que ça fait si mal de perdre un ballon dans ces phases-là. Ouais, c'est ça. Puis en fait, Aïroulaoui, il essaye de couper. Il coupe dans le mauvais sens, en fait. Et puis Nwendo, du coup, il reçoit le ballon dans. Oui, je me remémore maintenant. Il reçoit le ballon dans des bonnes conditions. Et puis voilà. Donc, peut-être que si Aïroulaoui, il reste sur l'homme, il arrive à le presser, il fait le choix d'anticiper de l'autre côté. Et puis, c'était pas un bon choix. Effectivement, il fait une course. Fait une course en direction des 16 mètres qui est peut-être pas judicieuse, mais voilà, c'est sur le placement des joueurs, c'est un placement un peu typique d'une relance dans ce genre de moment, dans ces phases-là de relance courte. Et forcément, quand tu perds le ballon ensuite dans l'axe à 30 mètres, les joueurs sont un petit peu loin et c'est difficile de bloquer. Donc voilà, c'est exactement pour ça qu'il faut pas perdre des ballons dans cette zone. Totalement. Et donc, Carouge ouvre la marque, c'est quoi, la 21e minute. Et puis, il y a une période ensuite, jusqu'à la mi-temps, où Carouge reste maître du ballon, hein, ça c'est clair. Mais c'est peut-être là que si on peut avoir un soupçon de regret, un tout petit peu de regret par rapport à ce match, c'est entre le 0-1 et la mi-temps, où il y a notamment deux belles inspirations de Hussein Touati, qui sur la première action délivre une magnifique passe à Koro Koné, qui se présente au duel et puis voilà, malheureusement il échoue. Et puis une autre inspiration de Touati avec un raté de Fourrière. Matteo, on a raté la coche là clairement, hein, sur ces deux actions. Contre une équipe comme Carouge où on n'a pas forcément beaucoup le ballon, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, ce genre d'action, ça doit finir au fond si on veut espérer quelque chose. Oui, en fait, c'est là que se situe pour moi le vrai regret de vendredi soir. C'est que, très bien, on a eu en face de nous un adversaire qui nous a été supérieur, qui nous a mis à l'amende dans le jeu. Ça, ok, on n'est pas là pour le contester. Maintenant, ces matchs au sommet, quand on les joue, en plus, entre deux équipes qui se partageaient la tête, ça se joue aussi sur les détails et il faut savoir aussi, des fois, gratter des points. Pas forcément en dominant, pas forcément en étant la meilleure équipe sur le terrain. Et moi, je fais partie. Alors, je suis peut-être tout seul dans mon raisonnement, et on est d'accord qu'avec des si, on refait le monde. Mais en ne concrétisant ne serait-ce qu'une seule de ces deux possibilités que tu viens d'évoquer, peut-être qu'une autre dynamique peut s'installer dans le match. On ne le saura jamais, mais je pense que Carouge s'est retrouvé encore renforcé par le fait de pouvoir rentrer à la mi-temps avec ce but d'avance, alors qu'au final, c'est des grosses possibilités. Je veux dire, celle dont tu parles de Fourrière, c'est quand même une occasion qui doit finir au fond tous les jours, qui doit au moins être cadrée.
Et je pense que ça peut-être inverser le match. C'est sûr au niveau de la somme des occasions vendredi soir, encore une fois, Carouge mérite sa victoire. Maintenant, c'est des possibilités qui, pour moi, peuvent changer la dynamique de la rencontre. Oui, bah ça on pourra jamais le savoir, mais de toute façon Non. c'est une évidence que marquer ses actions et trouver cette égalisation quelques temps après l'ouverture du score, ça peut forcément changer quelque chose au match ou en tout cas le rendre au moins plus serré. Donc c'est vrai Mm. que quand vous parliez les deux de regrets, c'est un peu ça, c'est un peu en deux phases. C'est à la mi-temps j'ai des regrets par rapport à ces opportunités manquées, surtout celle de Foureur. Alors celle de Corocone est pas si simple à mettre, c'est une belle inspiration de Toiti, mais il reste isolé et dans un angle fermé. Celle de Foureur, je serais quand même un peu moins clément. On va pas enfoncer le joueur, mais c'est vrai que je comprends pas. Enfin, c'est un gros manqué quand même sur ce coup-là, parce que si elle est cadrée et que Diallo sort un miracle, c'est pas la même chose. Mais là, c'est quand même une gigantesque action galvaudée. Et c'est plus là à la mi-temps, j'ai des regrets par rapport à ça. Parce Ouais, totalement. qu'on aurait largement Euh, pu sortir avec un nul. Enfin, on aurait pu largement avoir un nul, un partout à la mi-temps. Après, c'est vrai que sur ce qu'on a vu sur la deuxième période, il y a plus trop de regrets, quoi, parce que on n'y était quand même pas. non, effectivement. Alors, on aurait pu s'attendre à des changements hein, à la mi-temps. Tous les joueurs n'étaient pas forcément dans le match. Et puis, Uli Forte fait le choix de revenir avec le même 11. Alors, il y a eu, on va dire, un semblant de pression xamaxienne pendant les 10 premières minutes parce que c'était pas non plus la grande ruée offensive avec énormément d'occasions. Et puis, voilà, Carouge a laissé passer le mini-orage, on va dire, et a placé une deuxième banderie à l'heure de jeu. Mathéo. Oui, avec finalement le buteur qui fait malheureusement un peu ce qu'il veut sur cette action-là. Moi, j'en ai revu l'action à froid. C'est vrai que on se fait un peu avoir quand même, hein, parce il a le temps de faire un joli petit slalom dans les 16 mètres avant d'aller punir Omer Agic. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, si on pouvait encore, avec sur la fin de la première mi-temps, si on pensait pouvoir revenir encore sur la fin de la première mi-temps et les occasions qu'on a eues, on commençait à se dire que ces occasions ratées risquaient d'être payées très très cher à la fin de la rencontre. C'est vrai que c'est le genre d'occasion où on a un peu le sentiment que c'est facile hein, pour l'adversaire. Parce que Casley, il est trouvé par Correa entre deux joueurs. Et puis effectivement, comme il disait Matteo, il y a un petit slalom, et puis ensuite c'est croisé. Là-dessus, Omer Agic peut rien faire et il doit un petit peu se sentir abandonné sur cette action. Après, pourquoi c'est difficile à défendre et pourquoi il y a un joueur tout isolé, c'est c'est aussi parce que c'est vrai on parlait de système un peu de comment aborder ce match. Paradoxalement, c'est peut-être le match où ça aurait peut-être eu du sens de renforcer un peu notre axe parce que c'est une équipe qui joue très bien dans la largeur avec les joueurs de côté qui montent. On a les deux milieux qui sont très hauts entre l'aile et l'axe et encore Vendo dans l'axe, ça fait presque 5 joueurs qui attaquent en bloc dans un couloir, enfin qui attaquent en bloc et qui prennent très bien les couloirs. C'est difficile à défendre et là-dessus on le voit quoi avec Cazelet qui est trouvé libre entre le défenseur central droit et le latéral. Après la conduite de balle presque. Oui. Ouais. Alors, Mickaël a des petits soucis avec son micro, visiblement. Enfin, ça arrive. C'est les aléas de l'enregistrement. Donc, voilà, on va prendre le relais. C'est 2-0 pour Carouge à ce moment-là du match. Et puis, ouais, pour en finir avec ça, avec cette action, Varane, c'est pas possible qu'un joueur qui reçoit le ballon aux 11 mètres, il puisse dribbler comme ça, contrôler ou lever la tête et puis ajuster le gardien. Il a trop de liberté, Cazelet, sur cette action.
Oui, non, non, mais alors clairement, hein, on a complètement lâché prise en deuxième mi-temps. On a eu des petites velléités, mais sur ce match, je pense que ce qui fâche, c'est vraiment cette deuxième mi-temps parce que Carouge ait un collectif beaucoup plus huilé que le nôtre, ça oui, mais je pense qu'en termes d'état d'esprit, en termes de grinta, on aurait dû mettre vraiment quelque chose en plus. Et c'est vraiment ce qui a manqué, c'est ce petit supplément d'âme, parce que ma foi, quand une équipe joue mieux au foot, il faut compenser avec d'autres éléments. Et je pense que là, il faut mettre du cœur. Et on a été passif, et j'ai l'impression qu'on n'y a jamais cru. Et c'est ça, moi, qui me fâche un petit peu. J'ai pas tellement compris non plus les non-changements à la mi-temps. Je pense que d'amener un peu de sang frais à la mi-temps, ça aurait pu peut-être changer un peu les synergies dans le match. Mais c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, moi, ça me laisse un goût d'amertume et de frustration parce que moi, je m'attendais à autre chose. Je me suis dit, bon, ben, il joue mieux, ma foi, au foot, mais il faut qu'on amène autre chose. Et j'ai pas vu une révolte. Voilà, c'est ça qui, ouais, on a, en deuxième mi-temps, à part sur une mauvaise relance, une frappe de Bamba, je me rappelle pas une action Ouais, digne de ce nom. c'est ça. Et voilà, C'est autour de la 70e minute à la voilà, 69e. Mais ça a été tellement mal voilà. négocié cette situation parce que Bamba, déjà dans un premier temps, au lieu de servir des Maasai qui étaient en très très bonne position dans le sens du but, eh bien, il la donne à Ramizi sur le côté gauche. Et puis Ramizi adresse un centre beaucoup trop fort pour des Maasai qui doit sauter assez haut pour contrôler le ballon. Il le remet à Bamba qui fait une frappe molle par rapport à ses capacités physiques. Ce genre d'occasion, ça doit finir au fond dans ce genre de match aussi pareil. Moi, à ce moment-là, j'ai compris on allait pas revenir et puis que si le score bougeait, ça aurait été encore en faveur de Carouge. Et puis, c'est arrivé à la 85e, ça n'a pas manqué, Matteo, avec le troisième et dernier but du match. Oui, alors là, de nouveau, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on avait laissé finalement Meragic tranquille, hein, par rapport à ses performances. Maintenant, là aussi, on parle d'une frappe, donc c'est Idenay, on parle d'une frappe absolument sans élan aux abords des 16 mètres, où en plus, j'ai l'impression, en revoyant l'action, que le ballon, il lui colle quand même pas mal enfin, il lui arrive quand même assez proche du pied d'appui. Et en plus, c'est un tir qui est adressé sur le poteau de Meragic. De ce point de vue-là, c'est nouveau. C'est un ballon qui peut être sorti. Alors, c'est pas parce qu'il a fait ces deux erreurs, enfin, ces deux erreurs pour moi sur ces deux buts-là, qu'il n'y a pas trois buts d'écart vendredi soir, puisque Carouge a encore eu des occasions en fin de match pour aggraver le score. Mais voilà, sur cette action-là. Voilà, la défense est quand même pas mal à blâmer sur le 2-0. Là, de nouveau, notre gardien est pas forcément à la fête parce que c'est pas une frappe hyper puissante et c'est une frappe qu'il a sur son poteau. Ouais, il se manque, hein, je pense qu'on peut le dire. Après, Ouais, bien ouais, sûr, clairement. je pense pas que ce soit un match. Voilà, on va pas dire que ça se joue pas. Ça se joue pas au gardien quand on est tellement Absolument dominé. pas. Mais on peut effectivement dire sans tabou que là, il se manque quand même pas mal quoi sur ce 3-0. Bah, on préfère qu'il les fasse sur un match à 0-2 où on avait déjà compris à ce moment-là que ça allait se solder par une défaite plutôt que dans un match serré où on mène ou alors où il y a un match nul et puis qu'il fasse cette erreur-là à ce moment-là. Mais c'était pas frappant pour moi sur le direct. Il m'avait semblé qu'Izena y adressait vraiment une superbe frappe directe. Mais en voyant les images, c'est clairement une faute de bras. Il est 100% pour lui, ce but, c'est clair. Mais voilà, c'est assez anecdotique au final. Voilà. Si ce n'est que il a comme seule conséquence de nous faire passer à un goal average négatif en étant troisième du classement, ce qui est quand même assez Ouais. rare. Voilà, la preuve que on marque beaucoup de buts, mais qu'on en prend surtout beaucoup. Donc moi j'aimerais revenir en fait. Et ça servira un petit peu de synthèse pour ce match sur le commentaire de Grégoire M qui disait encore beaucoup de job. Alors
les choses qui nous ont vraiment sauté aux yeux lors de ce match, messieurs, on l'a dit, c'est cette solidité défensive qui n'est toujours pas trouvée. Hein. Je pense que on pourra difficilement prétendre à. Alors on peut déjà être très content, à mon avis, d'être troisième du classement avec une défense aussi friable. Ça montre, à mon avis, aussi la faiblesse du niveau général, excepté 2-3 équipes de ce championnat. Mais on leur dit à chaque semaine, mais là c'était encore plus criant parce que on a vraiment été puni là-dessus. Notre défense, elle est beaucoup trop faible. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, je pense, messieurs. Oui. Ouais, bien sûr. Et puis c'est un créneau qu'on a un petit peu depuis plusieurs épisodes. C'est vrai qu'on en parle souvent. Je pense pas que tu puisses jouer les toutes premières places avec une défense comme ça. Donc c'est forcément un immense axe de progression. Ouais. Et puis par contre, au niveau offensif, c'est vrai, hein, les derniers matchs loués à la qualité de nos attaquants, où on avait enfin trouvé des attaquants qui n'avaient pas besoin de 50 occasions pour marquer un but. Ça nous avait permis d'obtenir des victoires, certes pas flagrantes, mais des victoires quand même contre d'autres adversaires. Et là, on voit que dans un match comme ce soir où la réussite nous fuit, eh bien, voilà, honnêtement, sur un match comme ça où on rentre pas nos occasions, si on a une solidité défensive, on peut peut-être espérer tenir le 0-0. Mais là, si on n'était pas dans un bon soir au niveau offensif, parce que je suis d'accord avec ce que tu disais avant, Mathéo, Carouge, défensivement, ils n'ont pas fait le match parfait. Ils ont fini en clean sheet, ok, mais il y aurait une ou deux occasions avec une équipe bien en forme ce soir-là qui aurait fini au fond. Ils auraient peut-être quand même gagné le match, mais il y aurait eu la possibilité de leur mettre un ou deux buts quand même. Voilà, ça montre aussi peut-être que je sais pas. On va voir si cette théorie elle se vérifie lors de nos prochains matchs. Mais j'ai l'impression que notre réussite offensive, on peut quand même parler de réussite, on a inscrit 20 buts en 11 matchs, c'est une moyenne tout à fait correcte. Elles sont des fois plus liées à des superbes inspirations de un, voire deux ou trois joueurs sur la même action, plutôt qu'à un réel plan de jeu collectif bien huilé. Tout à fait. C'est au fait exactement ça que je voulais apporter dans ce débrief. C'était l'un des points, parce que c'est vrai qu'on pointe souvent du doigt la défense à juste titre, hein, parce que je pense que derrière, quand même, malgré tout, il nous manque depuis de nombreuses années, je pense, un véritable patron, un joueur d'expérience qui amène une certaine sérénité et qui arrive à stabiliser derrière. Mais devant, c'est vrai qu'on marque beaucoup, mais comme tu l'as très bien dit, c'est souvent le fruit d'actions individuelles ou alors d'une passe magique, hein, comme on a vu avec notre ami Hussein Touati. Si lui, il allume pas la lampe, c'était le noir total. Et je pense que effectivement, il va falloir aussi offensivement qu'on trouve un peu d'autres filières de jeu, parce qu'effectivement, sans l'exploit individuel ou alors la passe un peu lumineuse qui vient souvent d'un exploit technique, on a de la peine. Et puis on l'a vu vendredi soir, hein, on enlève les deux passes de Toiti, l'erreur de relance du gardien, et finalement on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et ça peut être paradoxal, mais c'est quand même un petit peu inquiétant, parce qu'il suffit que que nos bonnes individualités soient un peu en dessous, et ben on a un peu plus de peine. Voilà, donc je pense qu'il y a ça aussi que le coach doit aussi essayer de régler. Il y a les problèmes derrière, mais il y a aussi devant, pour essayer peut-être d'avoir un peu plus une identité, on va dire, offensive. Alors on l'a parce que on joue en transition, mais peut-être trouver deux, trois schémas et deux, trois filières de jeu, parce que ça repose beaucoup sur notre attaque qui est très forte, mais à mon avis, collectivement, on doit pouvoir compenser quand individuellement on est un peu moins bon. Après, en soi, ça peut suffire, parce que pour modérer, Ouais. je dirais que, évidemment, que si on a, parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs en forme, on n'en a pas qu'un ou deux, on en a quand même plusieurs sur le point de l'attaque, du coup, qu'on a déjà cité, je crois déjà dans l'épisode précédent. Donc, voilà, forcément, si tout ce beau monde n'est pas en forme, évidemment on va vivre des matchs compliqués. Donc, mais bien sûr, par contre, il manque probablement une certaine variété, parce qu'on a peut-être une identité moins forte et moins marquée.
qui nous permet, qui nous donne pas forcément par moment certaines certaines convictions, on va dire, pour se sortir de situations un peu plus délicates. Il manque peut-être une part de créativité si des exploits individuels ne sont pas réalisés. Maintenant, on a au moins c'est modéré par le fait qu'on a quand même plusieurs joueurs en forme en attaque, donc ça peut aussi tout à fait marcher. Mais effectivement, dans un match comme ça, dans un match comme contre Carouge, on voit qu'avec, enfin, il y a que l'inspiration de Toiti qui fait qu'on a des petits regrets en première mi-temps, mais sans ça, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Non, collectivement, on a été largement en dessous d'Étoile Carouge. Et c'est vrai que beaucoup de gens commentaient en fait sur les réseaux. Moi, j'aime bien un peu lire les différentes réactions sur les réseaux en disant que voilà, au niveau des individualités, des noms entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là, eh ben, elles étaient plutôt côté Xamaxien, mais qu'une équipe de Carouge sans grand nom. Alors oui, c'est vrai, moi j'ai quand même vu des joueurs de qualité technique parce que pour appliquer un plan de jeu comme ça, il faut pas être maladroit avec le ballon non plus. Donc il y a aussi des joueurs de qualité du côté de Carouge. Hein. On va pas tout mettre sur le poids du collectif non plus. Mais voilà, le plan de jeu, il est clairement établi. Il était déjà établi l'année passée en Promotion League, qui en a fait l'équipe ultra dominante. Ils ont roulé sur le championnat. Hein. Toi qui les as beaucoup suivis, Michael, tu peux témoigner. Et puis, ils ont cru en leur force, ils ont cru en leurs joueurs aussi, parce que beaucoup de joueurs qui montent, beaucoup d'équipes, pardon, comme ça, qui montent de Promotion League peuvent se dire, oulala, ça va pas suffire pour la Challenge League, il y a la moitié de l'effectif qui part, on renforce avec des joueurs qui ont une expérience de Challenge League ou de Super League. Eux, ils sont restés sur leur plan de jeu, ils ont gardé confiance envers les hommes qui ont joué la promotion. Ils ont appliqué quelques retouches, quelques prêts voilà, bien sentis. Et puis voilà, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Oui, bah c'est en Promotion League, c'était déjà une équipe qui avait une identité forte, un projet de jeu qu'ils ont développé à partir de là. Donc, c'est pas forcément surprenant de les voir appliquer ça, mais effectivement, sans forcément des retouches majeures à l'effectif, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité, effectivement, tu l'as dit, et c'est pas. Il n'y a pas eu vendredi soir une équipe de stars contre une petite équipe qui s'en est sortie que grâce à ses idées de jeu. Il y a de la grosse qualité individuelle quand même dans cette équipe. Mais tout ça est bonifié par un projet de jeu qui est poli depuis déjà plus d'un an maintenant. Forcément, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément à Xamax avec des effectifs ultra modifiés chaque année. Oui, et puis on a croisé Max Veloso dans la tribune vestiaire avec Matteo. Il est gentiment venu nous dire bonjour et puis on a échangé quelques mots avec lui. Et c'est vrai qu'il nous disait que, enfin, ce qu'il nous avait dit lors de son passage à Xamcast ce mois de mai, quand il parlait de l'actualité pour lui et puis de son passage à Carouge, eh bien, on a retrouvé exactement la même chose, mais avec un niveau encore supérieur, quoi, une entrée dans le foot pro. Alors, à mon avis, il y a cet effet-là aussi. Et puis, il profite, entre guillemets, d'une relative faiblesse de la Challenge League. J'ai l'impression que la Challenge League, elle se nivelle plutôt par le bas depuis 3-4 ans. Mais du coup, ça montre qu'un projet comme celui de Carouge peut s'épanouir à merveille, même dans une ligue comme la Challenge League. Après, est-ce que c'était pas aussi souvent c'est vrai qu'on parle d'une Challenge League faible. Je pense quand même j'ai tendance à penser qu'elle a quand même souvent eu ce niveau. Après, quand il y a un ogre comme Xamax, comme Servette, comme Zurich, eh ben, il écrase tout. Mais en soi, il y a je sais pas si le niveau a foncièrement baissé. Il y a quelques années où ça se disputait peut-être un peu plus. Mais voilà, après, bah, aussi, c'est une ligue qui, par son niveau, qui est pas énorme, récompense les bons projets, hein, comme Carouge. Honnêtement, ils sont pas là par hasard et ça pourrait, ça peut faire des étincelles encore une bonne partie de la saison. C'est pas ils sont pas pris dans un élan grâce à la montée comme on peut entendre chez certaines équipes quand elles montent et qu'elles réussissent leur début de saison. C'est vraiment elle en est là grâce à ses idées, cette équipe. Et oui, la Challenge League à son niveau fait que les bons projets bien montés de manière cohérente sont aussi assez vite récompensés. On l'a vu aussi avec le Stade Lozanouchi,
ce genre d'équipe. Donc voilà, c'est aussi un petit peu ce qui peut frustrer par moment quand on repense, comme je disais avant, au fait que nous, on change constamment d'équipe parce que un bon projet sur la durée finit par porter ses fruits normalement en Challenge League. Il y a moins la notion de très gros budget, même s'il y a des équipes avec des meilleurs budgets que d'autres. Et voilà, c'est ce qui peut être un peu frustrant dans notre situation. Voilà. Mais je pense aussi, messieurs, avec Carouge, vous voyez très bien où est-ce que je vais aller, mais je Tout pense à qu'il faut fait. aussi rendre à César ce qui appartient à César. Mais je pense que pour un club comme Carouge, d'avoir un entraîneur de la trempe, de la carrure et de l'épaisseur de notre ami Urcea, c'est presque un luxe, hein. Parce que c'est vrai que, alors oui, il a pas des joueurs de 5e ligue, mais il a quand même repris énormément de joueurs qui avaient raté à des paliers même inférieurs, hein. Moi, je me rappelle Bruno Cazelet à l'époque à Yverdon. Je crois pas qu'il avait réussi vraiment à percer quand ils étaient en Promotion League. Ninte, il avait eu un bon début, mais il s'était au fait égaré parce qu'il s'était fait les croisés. Zoukit, qui était allé à Lausanne, qui avait fait un flop. Il a été à Bellinzone, ça s'est pas très bien passé. Donc, il a quand même récupéré énormément de joueurs qui avaient floppé et que je pense qu'énormément d'équipes ne voulaient plus. Et quand on arrive à faire ça, ben, je pense qu'il y a quand même un entraîneur qui a une vision, qui a au fait une idée. Et voilà, moi je pense qu'on a pris une leçon de foot, toute proportion gardée vendredi. Mais je pense vraiment que cet entraîneur-là y est pour beaucoup. Et quand on voit son CV, on se dit que c'est incroyable qu'il entraîne au fait à Carouge avec tout le respect qu'on peut avoir pour ce club qui est un grand club formateur, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est quand même incroyable qu'un entraîneur de cette qualité-là soit en Challenge League du côté de Carouge, quoi. Non, bah alors de toute façon, oui. Alors quand je parle de projet de jeu, entendre par là projet d'Adrien Urcea, parce qu'en fait de toute façon, lorsqu'il est arrivé en Promotion League, il est arrivé avec, il est clairement arrivé, c'était assumé pour lui donner les commandes. Donc c'est évidemment lui qui chapeaute ce projet parce que en soi le club était pas forcément était un bon club de Promotion League avant, mais était pas forcément parti dans cette direction-là. Donc c'est entièrement lui qui est en train de métamorphoser le club. Donc bien sûr, quand je parle de ça, je sous-entends le projet d'Adrien Urcea, parce que c'est entièrement lui qui est à l'origine de cette montée fulgurante de Carouge, qui sortait d'une bonne saison, mais qui avait fait un très mauvais deuxième tour l'année d'avant, qui leur a empêché la montée. Et depuis, maintenant, c'est une équipe qui monte, mais enfin qui progresse, mais notamment par le jeu. Adrien Urcea parle constamment de ça. À la fin de chaque match, si on lui si on lui parle de comptable, de ce que ça fait de gagner ou de perdre ces 3 points, etc. Il va vous répondre que de toute façon, le plus important pour lui, c'est la vision globale qu'il a du projet de jeu de son équipe. Et c'est à ça que je fais référence de toute façon quand je dis que c'est un projet qui est récompensé. Et effectivement, ça a été une grosse anomalie de le voir signer en Promotion League, mais voilà, c'est un excellent choix fait par Carouge qui est récompensé maintenant avec une montée et désormais une belle place en Challenge League qui, je pense, va leur offrir une très belle saison. On verra où ça l'amènera à la fin, mais je pense que ça peut quand même tenir sur la durée cette histoire. C'est sans aucun doute le meilleur entraîneur de Challenge League, hein. On va rien enlever aux Oui. compétences de Mauro Lustrinelli, d'Uli Forte, de Jacopetta et des autres coachs de la ligue, mais il y a pas photo aussi. Enfin, il a rien à faire. Théoriquement, il aurait rien à faire. En Challenge League, Adrien Urcea, il aurait sa place sur n'importe quelle banc d'équipe de Super League, voire sur le banc d'une équipe d'un championnat européen, comme il l'a déjà fait À Nice, par ouais. le passé. À Nice, ouais, tout à fait. Oui, oui. Non, non, c'est un entraîneur formidable et c'est vraiment un artisan du foot. Il transpire le foot. Enfin, voilà, c'est vraiment dans les entraîneurs suisses, c'est vraiment c'est le top, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle un artisan du foot, quoi. Ouais, pour en finir avec le chapitre Urcea, bah c'est comme vous le savez tous, puisque vous êtes des suiveurs de Neuchâtel Xamax, il est passé par Neuchâtel Xamax à différents postes
dans le passé. Et puis, on a pris contact avec lui, on a discuté très, très brièvement, hein, Matteo, à la fin de ce match, juste pour nous présenter. Et c'est évidemment quelqu'un qu'on souhaiterait inviter à Xamcast, mais pour l'instant, dans ses obligations avec Étoile Carouge et surtout avec le championnat disputé, il pourra pas honorer une invitation, mais il se montrait pas forcément fermé en soi, Matteo, hein. Non, puis c'est un homme très attachant du peu qu'on a pu discuter avec lui, hein. C'était que quelques Ouais. secondes, mais il s'est montré disponible. Il nous avait dit qu'il nous rencontrerait volontiers à la fin de ce match. Il a tenu parole. Donc, moi, effectivement, je pense que c'est, en même temps, je trouve bien que des entraîneurs de sa trempe s'intéressent encore à des projets de clubs comme Étoile Carouge qui sont pas dans le foot de 2020, des clubs majeurs du foot suisse et roman. Je trouve que et particulièrement du football roman. Je trouve ça ça, il fait preuve aussi d'ouverture d'esprit de ce côté-là et je pense que ça se salue. Maintenant, je sais qu'on en a parlé déjà il y a plusieurs minutes, mais par rapport au niveau de la Challenge League générale, c'est vrai que la Challenge League pour moi est en train de vivre un peu le même genre de problème, proportion gardée, hein, avec le niveau des équipes qui y participent. Depuis qu'elle est passée de 16 à 10, elle est en train de, pour moi, de souffrir des mêmes maux dont a souffert la Ligue supérieure au bout d'un moment quand elle s'est retrouvée à 10 équipes. Je pense que c'est une formule aujourd'hui qui est un non-sens enfin, je pense que moi, personnellement, j'ai toujours préféré la Challenge League à 16, mais c'est un avis personnel. Ah, mais de toute façon, là, on rentre dans un débat qui est autre que le niveau de la ligue, puisque forcément, une Challenge League à 10 est probablement un peu plus relevée qu'une Challenge League à 16, mais par contre, dans l'intérêt du championnat, moi, c'est sûr que j'ai une grosse préférence pour une Challenge League semi-pro qui accueille plus d'équipes que cette Ligue à 10 qui devient quand même parfois redondante, mais bon, après, au final, avec l'habitude, on finit aussi par moins la sentir et peut-être se focaliser plus sur ce qui change d'année en année. Mais c'est vrai que si on se pose 5 minutes, cette Ligue à 10, si on se pose 5 minutes pour y réfléchir, ça offre quand même des championnats qui finissent par beaucoup se ressembler d'année en année, quoi. Mm. Effectivement. Voilà, est-ce que vous aviez encore des choses pour conclure ce débriefing de ce match contre Carouge? Alors, qui ne dit rien consent, on peut passer à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est le retour de la rubrique joueur de légende. C'est que le troisième chapitre de cette rubrique. On avait fait 2 chapitres assez tôt dans notre histoire, dans l'histoire de Xamcast. Et puis, pour moi, les 2 premiers choix de joueurs de légende, ils coulaient évidemment de source parce que quand on parle de Neuchâtel Xamax en termes de joueurs, hein, je parle pas de dirigeants ou d'entraîneurs, mais bien de joueurs, il y a 2 noms quand même qui ressortaient très 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 souvent. Ça dépendait des générations en fait, mais c'était les noms évidemment de Philippe Perret et de Raphaël Nuzzolo. C'était logiquement à eux, enfin c'était dans l'autre ordre, hein. On avait parlé en premier de Raphaël Nuzzolo, puis en deuxième de Philippe Perret. C'était à eux que logiquement on se devait de consacrer cette rubrique. Ensuite, il y avait quand même pour moi un troisième joueur qui, alors n'était pas tout à fait au niveau légendaire, on va dire, de Raphaël Nuzzolo et de Philippe Perret, mais il s'en approchait quand même beaucoup, puisqu'il est tout simplement le leader statistique d'une statistique très importante dans le football, c'est les buts marqués. Messieurs, vous avez maintenant, je pense, compris de qui on va parler aujourd'hui. Ou pas? Robbie Lutti, peut-être. De Robert Lutti, évidemment, hein. Je pense que c'est quand même un joueur qui a énormément marqué l'histoire de notre club. Donc voilà, c'était aussi tout à fait logique qu'il vienne compléter assez rapidement cette rubrique joueur de légende. Robert Lutti, il est tout comme Raphaël Nuzzolo, c'est un Biennois, hein. Il est né le 12 juillet 1966 à Bienne, et puis il a fait ses classes et ses premières saisons dans le football professionnel au FC Bienne. Et puis il a rejoint Xamax en
70. Attendez, je vous dis des bêtises là. Il a rejoint Xamax dans les années, la fin des années 70. Hein. Et voilà, il s'est rapidement imposé comme le buteur attitré de l'équipe. Alors, ce qu'il faut savoir, Robert Luthi, c'est que par rapport à certains attaquants modernes, si on prend Erling Haaland ou autre, c'était pas un géant hein, par la taille. Il était même assez petit même pour un joueur de foot de manière générale. Il mesurait 1m70. Mais par contre, il était grand par le talent et puis il a vraiment ce profil de renard des surfaces. C'est-à-dire que il était toujours bien placé. Et je vous ai dit une bêtise, pardon. Il est né en 1958. Robert Luthi, il a 66 ans. Et puis, c'est bel et bien en 1978 qu'il a fait ses débuts à Neuchâtel Xamax. Désolé, je me suis un peu emberlificoté dans mes notes. Je me dis, il a pas pu rejoindre Xamax à l'âge de 12 ans, hein, bien évidemment. Donc, il avait bien 20 ans quand il a débarqué à la Maladière qu'il a plus jamais quitté en tant que joueur professionnel. Donc, comme je le disais, un vrai renard des surfaces, il était toujours bien placé là où il fallait pour reprendre les ballons qui soient propres, alors qu'ils soient mis dans la boîte, il fallait traîner le pied ou même la tête. Il a marqué pour un joueur de sa taille quand même passablement de joueurs de but de la tête. Et puis, est-ce que vous vous souvenez aussi de la particularité de la fin de carrière de Robert Luthi, messieurs? Peut-être plus toi, Varam, qui a eu la chance, comme moi, de le voir évoluer, ou pas. Tu l'as vu évoluer, en vrai, Robert Luthi? Écoute, je veux pas dire des bêtises, mais c'est possible. Mais alors je me rappelle vaguement, mais c'est possible. Mais je sais qu'il a fini défenseur central. C'est Exactement. assez fou. Il C'est a fini ça, défenseur. ouais. C'est ça. À un moment, il a été repositionné comme défenseur central parce qu'au niveau de l'attaque, ça devenait un petit peu compliqué. Et puis, je me souviens plus, il a effectué 1 ou 2 saisons en tant que défenseur central à la fin, mais avec passablement de réussite. Et il a fini sa carrière effectivement comme défenseur central. Ça, c'est des mouvements qu'on voit en junior, mais quand même plus rarement dans le football professionnel. Hein. Et puis d'autant plus, alors, on peut avoir des latéraux qui ne vont plus aussi vite avec l'âge et qui se recyclent en défenseurs centraux. On peut avoir des milieux offensifs qui deviennent plutôt milieux axiaux. En général, les joueurs passent dans un poste où où la vitesse n'est plus forcément importante. Mais là, enfin voilà, de voir un attaquant devenir défenseur, c'est quand même assez rare. Et puis surtout avec réussite, hein, parce qu'il a été un bon défenseur central sur la fin de sa carrière. Mais Robert Luthi, c'est avant tout ces 321 matchs de Ligue nationale A disputés avec Neuchâtel Xamax pour 115 buts marqués. C'est une excellente statistique hein, quand même. Il a marqué entre 1978 et 1992. Il a marqué encore quelques buts en tant que défenseur central, mais évidemment, ses statistiques ont un peu baissé dans ces années-là. Il est de très loin le meilleur buteur de Neuchâtel Xamax dans l'élite du football suisse. Donc le deuxième, il est avec 67 buts, donc c'est quand même pratiquement 40 buts d'écart de différence, c'est énorme. Est-ce que vous savez qui est le numéro 2 de ce classement, messieurs? Ou pas? Nuzzolo. Non, Nuzzolo n'arrive que à la 5e place. On parle des buts dans l'élite, hein, puisque Rafael Nuzzolo et la plupart de ses buts, il les a marqués à son retour et en Challenge League. C'est là qu'il a littéralement fait exploser ses stats. Il est devenu le meilleur buteur du club, mais en ligne derrière Luthi, mais au niveau de la Ligue nationale A. Le deuxième, non, c'est aussi un ancien. Ouais. Givens. Non, c'est pas Givens, non. C'est un ancien, un Suisse allemand, mais qui a joué très 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 longtemps chez nous. Hermann, peut-être? Non, Heinz Hermann, non, il a pas forcément beaucoup scoré, non. C'est un joueur qui a évolué chez nous quand même pas mal de saisons, hein, entre 1986 et 1995. Évidemment, il faut évoluer quelques saisons dans le club pour arriver à des stats aussi élevés. Mais il est passé par Bâle avant nous, puis ensuite Yverdon, il a terminé sa carrière à Saint-Gall. C'est Beat Sutter qui est deuxième de ce classement.
Ouais, Oui, oui. il a joué à peu près dans les mêmes périodes que Robert Luthi aussi, donc c'était un duo efficace à l'époque, Luthi sous terre sur le front de l'attaque de Xamax. Ça m'étonne pas que j'ai pas trouvé parce que j'ai beaucoup de Numéro saisons 7. en tête, Ouais, mais c'est là, ça, c'est le numéro 7. Oui, oui, évidemment. Dans une statistique là, surtout en Ligue nationale A, le club n'a évolué que 2 saisons sur les 10 dernières années dans l'élite du foot suisse, donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui pouvaient. En plus, ces 2 saisons, on n'a pas marqué énormément de buts, mais du coup, c'est pas surprenant de retrouver au sommet des joueurs qui ont évolué, on va dire, dans la période la plus prolifique du club, puisque durant le passage de Robert Luthi, aussi de Beat Souter, entre autres, et de Philippe Perret, qu'on avait déjà mentionné avant, il a participé aux 2 titres de champion, aux 2 super coupes qui ont suivi, puisque à l'époque, il y avait encore une espèce de super coupe entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la coupe. Donc, à chaque fois qu'on a gagné le titre, on a gagné la super coupe l'année suivante. Et évidemment, aux grandes épopées européennes du Real Madrid, il a joué contre Hambourg, il a joué contre le Bayern de Munich. Donc, voilà. Et puis, est-ce que vous saviez aussi, messieurs, que Robert Luthi avait été sélectionné en équipe de Suisse ou pas? Il fait partie des rares joueurs, à l'époque, non, ils n'étaient pas si rares que ça, mais quand même, des joueurs qui ont été sélectionnés. Il a au total honoré 4 sélections pour la Suisse entre 1981 et 1985. Et puis, il s'est fait l'auteur d'un but. Est-ce que vous vous rappelez de ce match, messieurs, du but de Robert Luthi? Alors, je suis sûr que Michael et Matteo s'en rappellent, évidemment. Moi, honnêtement, je m'en rappelais pas, hein. Mais c'était en octobre 1981, si je me trompe pas, lors d'un déplacement en Roumanie. Et puis, oui, c'est ça, c'était le 10 octobre 1981. Donc, même, enfin, je peux bien m'en rappeler, puisque même moi, j'étais pas né, hein. Et puis, il était entré vers l'heure de jeu et il avait marqué son premier et unique but en sélection nationale lors de ce match et ça avait été le but gagnant. C'était les qualifications pour la Coupe du Monde de 1982 qui a eu lieu en Espagne et qui avait vu la victoire d'une petite équipe, je me souviens, à ce moment-là. ouais, C'est une ouais. petite pique pour nos animateurs, là, hein. C'était l'avant-dernière étoile, c'était la 3e en fait des 4e étoiles de l'Italie, hein, évidemment. Et qui a vu un assassinat mémorable non sanctionné par un arbitre lors d'une certaine demi-finale de Séville aussi, au passage. Oui, on s'éloigne, mais effectivement. Et puis, donc Robert Luthi, au moment où il a pris sa retraite, il a suivi une carrière d'entraîneur. Il a occupé principalement des postes d'assistant, mais encore jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque dans un premier temps, il est devenu l'assistant tout d'abord d'Uli Stielike, de ses anciens coéquipiers, hein, Uli Stielike et ensuite Don Givens. Et puis après, il a été entraîneur principal du côté de Colombier, quelques années avec les M21 quand on en avait encore du côté de Xamax. Et puis ensuite, il a entamé un très long périple. Il y a eu des petites coupures, mais un très long périple d'assistant de Philippe Perret. Actuellement, quand on parle de Philippe Perret, de duo d'entraîneurs, c'est impossible de les dissocier puisqu'ils ont occupé beaucoup de postes ensemble. Ils ont commencé au FC La Chaux-de-Fonds, au FC Serrières, au FC Bienne, au FC Fribourg. Là, Perret est parti, mais Luthi est resté un moment assistant, entre autres, de son ancien coéquipier Frédéric Chassot. Et puis, d'autres entraîneurs sont passés à ce moment-là, donc Christian Zermatten. Et puis, ensuite, il est revenu dans la région de Neuchâtel. Il s'est occupé des U18. Il a été l'assistant de Philippe Perret principalement. Et il a été l'assistant à un match. Ça fait un joli clin d'œil avec notre épisode du soir. Il a été l'assistant pour un match de Adrian Urcea. Et puis ensuite, il est revenu avec les M21, où il a été assistant pendant quelques temps de Brian Weber, qui est l'actuel coach du FC Bulle, et puis de Philippe Perret. Et depuis 2022, il a suivi Philippe Perret. Ils sont ensemble le duo d'entraîneurs du FC Kofran. Donc voilà, une immense carrière et un immense joueur par le talent qui est Robert Luthi. Alors,
Michael et Matteo, bien évidemment, vous l'avez pas vu jouer puisque vous êtes né bien avant après la fin de sa carrière. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, d'entendre Robert Luthi? Est-ce que pour autant que ça vous évoque quelque chose, hein? Non, mais Peut-être moi, vous l'avez entendu de la part de votre famille qui, eux, ont eu la chance de le voir jouer comme moi, Robert Luthi. alors moi, c'est j'ai plus. pas de famille qui aimait le foot à la base, donc j'ai pas pu compter sur eux. Maintenant, évidemment qu'en s'intéressant un petit peu à l'histoire du club, on sait qui c'est. Moi, il y a une chose qui m'a fait beaucoup rire et qui a été relevée lors d'un reportage qui a été fait au moment du décès de Gilbert Facchinetti. C'est que Robert Luthi partait quasiment chaque année dans les plans d'entraîneur à l'époque où il était entraîné par Gilbert Gress. Il partait quasiment systématiquement remplaçant dans les plans du coach. Et finalement, il y avait beaucoup d'attaquants qui étaient essayés durant la préparation. Ça, c'est quelque chose qui a été relevé par Gilbert Gress. Donc, c'est quelque chose que j'ai entendu. Et que finalement, c'était décidé une semaine avant le début du championnat que finalement, c'est Robbie Duty qui serait l'attaquant titulaire durant la saison. Et à ce rythme-là, ce joueur a fini meilleur buteur de l'histoire du club, je trouve vraiment incroyable parce que on s'attend pas à une anecdote de ce type pour un joueur finalement de ce statut-là dans l'histoire de Xamax. Ouais, et toi, Michael, tu as eu des souvenirs venant de ta famille, de Robert Luthi? Moi, c'est surtout que j'en ai surtout entendu parler. Mais j'aurais pu Ah, Michael a vraiment des soucis avec son micro ce soir, malheureusement. tenter ma buteur de l'histoire, mais plus par rapport à ça que j'en ai entendu parler. Ouais, t'as été coupé quelques secondes, Michael, mais voilà, pas de souci. Donc voilà, et toi, Varam, c'est vrai que je t'ai pas demandé non plus ton avis. Alors tu as commencé à suivre le club un petit peu après, hein, mais je pense que c'est quand même un nom qui venait pas mal dans les couloirs du stade, Robert Luthi. Oui, bien sûr, oui, parce que mon père donc suivait le club depuis longtemps, puis mon père c'était une véritable encyclopédie du foot, et c'est vrai, bah oui, c'est vrai que c'est un joueur mythique, et c'est vrai que comme il a vécu les grandes soirées, les grands matchs, évidemment, c'est un nom qui sortait souvent parce que voilà, c'était un peu notre Filippo Inzaghi, hein, c'était voilà, donc c'était un joueur qui était pas hyper impressionnant, Non, non, mais c'est qui Inzaghi qui avait était le Luthi italien, mais voilà plutôt. Donc voilà, donc c'est un joueur voilà, par match on le voyait pas souvent. Enfin voilà, c'était pas un joueur qui avait une caractéristique spéciale, mais il était chaque fois là au bon moment. Chaque fois qu'il fallait mettre le but décisif, c'était lui. Donc voilà, c'était moi de ce qu'on m'en a dit, c'est que c'était vraiment le buteur, vraiment racé, typique. Quand la balle frappe le poteau, c'est lui qui est là. Quand le gardien renvoie, il est là. Quand il y a un centre, il est là. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui pouvait marquer pied gauche, pied droit, de la tête aussi, malgré le fait qu'il soit petit. Et c'était vraiment ce genre d'attaquant vraiment redoutable et un véritable renard. Et puis un sang-froid. Comme on en fait quasiment plus quoi. Donc voilà quoi. Et s'il a fini meilleur de buteur du club, ben voilà, c'est que quelque chose il devait avoir. ouais, puis on va aussi saluer une belle longévité parce il a jamais vraiment sorti des saisons à 20. Il a jamais dépassé sa meilleure stat. Je regardais rapidement. Il me semble que c'était une saison à 16 buts. Donc, c'est une belle saison, hein, on va pas se cacher, 16 buts. Mais pour arriver à 125, 100, j'ai dit 115, il faut les enchaîner, les saisons. Mais il avait plutôt des stats, voilà, à ses débuts, c'était 1, 2 buts, puis après 8, 10, 7, 10. Donc finalement, c'est des bonnes qualités, mais aussi une bonne longévité et une capacité à rester dans un haut niveau pendant plusieurs années. Et je pense que c'est aussi ça qui fait sa caractéristique. Donc voilà, on voulait rendre un hommage et saluer la magnifique carrière de Robert Luthi, mais aussi sa fidélité au club, hein, puisque comme Philippe Perret, bon, il a commencé au FC Bienne en pro, mais ensuite, une fois qu'il a rejoint Neuchâtel, il ne l'a jamais quitté. Et puis, Rafael Nuzzolo, lui, hormis sa petite pige forcée, hein, on le répète, parce que sans la, euh, la faillite sous Chagaïev, probablement qu'il aurait fait toute sa carrière avec Xamax. Ici, on récompense les légendes par leur talent, mais aussi par leur fidélité
au club qui est si cher à notre cœur. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me devais de lui consacrer en troisième une rubrique de joueurs de légende. Voilà. Et puis Robert Luthi, comme je l'ai dit avant, il est encore dans la région. Hein, il est l'assistant de Philippe Perret. Donc, on vous cache pas, chers auditeurs, que ce sont deux personnes qu'on essaye désespérément d'avoir à l'antenne de Xamcast. Peut-être que pour les avoir, il faudra faire comme au bord d'un terrain. Il faudrait les avoir les deux en même temps. Je sais pas. Mais en tout cas, évidemment, on espère pouvoir l'avoir rapidement à l'antenne de Xamcast parce sans aucun doute, il aura énormément d'anecdotes très sympathiques à nous raconter, lui qui a vécu tant d'années et tant d'épisodes magiques de l'histoire du club. Voilà, on peut passer à la troisième rubrique du soir. La troisième rubrique, c'est bien évidemment le briefing de notre prochain match. Et puis, comme je le disais dans l'introduction de l'épisode, on va faire notre déplacement de l'année préféré, messieurs, puisque on va traverser le Gothard et puis se rendre du côté de Bellinzone, la capitale tessinoise, pour y affronter l'AC Bellinzone. Alors, mais contrairement à d'autres saisons, un AC Bellinzone un peu différent de ce qu'on a eu l'habitude d'affronter depuis que le club est remonté en Challenge League. Alors on a parlé avant d'Étoile Carouge qui est, on va pas se cacher, quand même un peu une équipe surprise, même si quand on suit comme Michael Étoile Carouge, on n'est pas surpris de leur niveau de jeu, mais on est quand même surpris de les voir tout en haut du classement. Et puis, honnêtement, on n'attendait pas aussi bien l'AC Bellinzone à la 11e journée, puisqu'ils sont non seulement 4e du classement avec 16 points, et s'ils savaient mieux compter leurs joueurs étrangers, eh bien, ils seraient à 19, puisque une erreur administrative, on le rappelle, hein, lors de la, je sais plus, 2, 3 ou 4e journée, c'était même la première journée. Ouais. Sauf ils ont gagné à domicile d'entrée et ils ont perdu sur tapis vert. Donc ils seraient tout simplement égalité avec nous, ils seraient devant nous au classement puisqu'ils auraient probablement une meilleure différence de buts que nous. Alors, l'AC Bellinzone avait fait une saison relativement correcte l'année passée, mais lorsqu'ils étaient venus au match aller à la Maladière et qu'ils avaient, j'allais dire arraché, non, mais c'était plutôt Xamax qui avait arraché le match nul ce jour-là, on avait été très surpris de la qualité de jeu de l'AC Bellinzone, messieurs. Ils nous avaient pas habitués à avoir un jeu aussi léché. Disons, et c'est presque eux quand même qui l'arrachent parce qu'on menait 2-0, mais c'est sûr qu'on a quand même souffert pour l'avoir ce 2-2. Et finalement, à la fin, le constat, c'est presque qu'on peut se satisfaire de ce match nul, tant on a souffert. Ouais, une équipe qui montre clairement d'autres qualités cette année, notamment parce qu'ils ont une équipe, si on regarde un peu les individualités, qui a franchement une bonne allure quand même. Donc ouais, c'est un adversaire qui a les capacités de jouer les premiers rôles et en tout cas qui espère, je sais que du côté du Tessin, ils espèrent sincèrement jouer les premiers rôles en Challenge League et ils ont peut-être un peu plus les moyens de leurs ambitions cette année avec un effectif qui franchement ressemble vraiment à quelque chose si on regarde un peu les noms présents. Ouais, alors tu parles de moyens, on sait jamais d'où ils viennent les moyens, mais ils sont là, ils ont quand même réussi à, voilà, tu parlais de bons joueurs, ils ont quand même réussi à attirer Simon Hensler au but, qui est quand même un gardien confirmé de Challenge League depuis plusieurs années. Il avait fait une saison à Chafouz, mais avant il avait fait plusieurs saisons du côté de Haro. Sauter Krasniki qui a rejoint l'équipe en fin de mercato au niveau de la défense. Voilà, au milieu du terrain, il y a des joueurs comme Amdiou, El Ghoul qui ont rejoint le club, Sangaré. Ils se sont aussi attachés les services de l'expérimenté Jonathan Sabatini, qui a été capitaine du FC Lugano pendant les plusieurs des dernières saisons. Et puis au niveau de l'attaque, il n'y avait pas forcément des noms, mais ça fonctionne bien. Au niveau des statistiques, donc l'AC Bellinzone actuellement est la 5e équipe à domicile avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, mais cette défaite, elle a eu lieu sur un forfait, donc en fait, ils sont une très bonne équipe à domicile. Et puis, lors de leurs 5 derniers matchs, ils ont une trend, on va dire, ils avaient eu 2 victoires, 1 défaite, et puis ils restent là sur
sur 2 matchs nuls, un match nul à Lausanne contre le Stade Lausanne, et puis la journée d'avant, je me souviens plus où ils avaient Ils ont arraché perdu un à nul. Vaduz. Ils Ah, avaient puis perdu à Vaduz, et puis ensuite ils ont, ouais, ils ont c'est fait ça. 0-0 chez eux contre Thun. C'est ça, ils avaient fait match nul contre Thun, ce qui est plutôt un bon résultat à domicile contre Thun. Donc voilà, au niveau des statistiques et des joueurs à surveiller, donc on a Johan Nkama, le milieu nigérien, qui en est déjà à 2 buts et 4 passes décisives. Et puis ils ont leur avant-centre qui est, sauf erreur, italo-kosovar, Rilin Nivokadzi. Nivokadzi, là. Ouais, Rivokadzi qui en est déjà à 4 buts. Et puis, on a aussi Mo Sangaré qui a 2 buts et 2 passes décisives, mais peut-être que lui, on ne le verra pas la semaine prochaine. Il était annoncé incertain, il n'a pas joué ce week-end contre le Stade Lausanne, tout comme Sauter et Sorensen qui sont eux blessés depuis déjà quelques matchs. C'était un peu les absents du côté de Bellinzone. Et puis, si on parle de notre côté à nous, eh bien, Roland Dongo et Salim Benseguir ne seront pas rétablis pour ce match. Alors, on était content, on n'en a pas parlé dans le débriefing contre Carouge, mais on était content de quand même récupérer Angelo Campos, Samir Hamidi et surtout Euclides Cabral. Je dis surtout parce que c'était très important de récupérer des joueurs à ce poste de latéral. On était quand même en manque avec la suspension de Jonathan Fontana. Donc voilà, eux ils ne disputeront pas le match. Et puis, sauf pépin à dernière minute, eh bien, on aura aussi un troisième joueur qui sera absent lors de ce match. Et là, c'est beaucoup plus embêtant. C'est Hussein Touati qui a pris son 4e carton jaune à l'occasion de ce match contre Étoile Carouge et qui sera suspendu. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va orienter un petit peu notre briefing. Messieurs, la dernière fois que Hussein Touati a manqué des matchs, je dis des matchs, là il en manquera qu'un, mais la dernière fois qu'il a manqué des matchs, c'était pas notre meilleure période de ce début de saison, on va dire. Non, même si c'est vrai que c'était déjà contre Bellinzone notamment où on avait bien commencé. Donc c'est pas forcément sur le front de l'attaque que ça avait pêché, mais c'est clair. Hein, à chaque fois on voit qu'on adapte notre équipe lorsqu'il est pas là, donc forcément la perte est énorme, surtout qu'il est dans une excellente forme actuellement. Même dans un mauvais match comme contre Carouge, c'est lui qui sort un petit peu plus du lot. Donc voilà, une absence qui inquiète quand même. Oui, on a un peu l'impression que, sans parler de dépendance, hein, mais que Uli Forte donne avec raison, à mon avis, hein, les clés du jeu purement offensif à Hussein Touati. Ça réussit bien en termes de statistiques. 3 buts, 3 passes décisives. Donc il fait marquer ses coéquipiers. Alors, il y a Demassai qui a des stats supérieures, mais il a disputé tous les matchs, Demassai, contrairement à Touati. Donc, l'enjeu pour Uli Forte, ça va être de contrer le jeu de Bellinzone, parce que cette équipe de Bellinzone, quand elle est venue à la Maladière, honnêtement, elle nous a beaucoup plu. Enfin, elle m'a beaucoup plu. Je sais pas vous, messieurs. Et puis, de trouver des solutions pour contrer l'adversaire, mais aussi de trouver des solutions offensives pour marquer des buts sans Hussein Touati à cette équipe de Bellinzone. Oui, Ouais, bah, vas-y. ouais, c'est que ça va être un peu l'équation de ce prochain match, parce que c'est vrai que, comme tu l'as bien dit, Mirko, Touati, c'est un peu notre pierre angulaire de tout ce qui est l'animation offensive. On a aussi vu que quand il n'est pas là, on change de système de jeu. Donc, il va falloir trouver certaines solutions, il va falloir pallier cette créativité. Va aussi falloir faire attention parce que Bellinzone, c'est vrai que ça a toujours été une équipe assez physique. En plus, ils ont une touche technique en plus. On pourrait peut-être imaginer une paire Bamba-Fatkic pour amener justement cet impact physique, mais pourquoi pas essayer aussi peut-être Fabio Sai, justement peut-être un peu plus avancé dans ce rôle un peu de box-to-box derrière l'attaquant. Ça pourrait être une solution qui est souvent faite en fin de match quand on gagne, mais ça pourrait être intéressant justement contre une équipe comme Bellinzone qui met pas mal d'impact physique. D'essayer peut-être cette variante-là, parce que c'est vrai que Touati en moins, c'est on va dire la moitié de notre de manœuvre offensive qui est au fait plus là. Donc ça va être un peu l'enjeu de ce match.
Oui, bah, déjà, c'est intéressant de ramener le nom de Bamba. Enfin, au milieu de terrain, c'est une équipe qui a de la taille, hein, Bellinzone. Donc, ce serait déjà intéressant, ne serait-ce que pour ses qualités physiques, même si moi j'apprécie aussi ses capacités à garder des ballons. Mais ouais, c'est une équipe que je connais pas forcément tant que ça. Je les ai pas beaucoup plus vus que lorsqu'on les a affrontés. J'ai vu le match, enfin une partie du match contre Toon, mais honnêtement, ils s'étaient largement contentés du 0-0 et puis ça se comprend. Le 0-0 chez eux contre Toon. Donc ouais, une équipe que je connais pas trop, mais on a bien vu qu'ils étaient capables d'être très intéressants offensivement, hein. Ils s'étaient créé beaucoup d'occasions chez nous. On avait vu franchement chaud. Et puis bon, ben voilà, une équipe qui n'a encore jamais perdu sur le terrain chez eux, donc la tâche est forcément, elle est forcément conséquente. Oui, et puis historiquement, j'ai l'impression qu'on dit ça de beaucoup de déplacements, mais c'est un déplacement qui nous réussit pas beaucoup. Quand on prépare Ville, on dit ça. Quand on prépare Chafouz, on dit ça. Quand on prépare Vaduz, presque aussi, on dit ça. Le Stadio Comunale, c'est quand même un stade très particulier pour aller jouer. Alors on va dire que c'est pas la meilleure pelouse de la saison. Qu'on aille les jouer en été, en automne, au printemps ou en hiver, voilà, la pelouse est rarement en très très bon état. Et puis un tifo, on va dire aussi très provocateur du côté de Bellinzone, messieurs. Oui, après, c'est peut-être la première année où justement on parlait des forces de notre adversaire. C'est la première année où on va descendre là-bas et où la difficulté ne se résume pas que au contexte, au terrain, à la longueur du déplacement. Là, en plus, de ça, on a une équipe qui est meilleure que les précédentes années où on les a affrontés en Challenge League récemment. Et en plus, enfin, cette donnée supplémentaire affronte, on l'a dit juste avant, sans l'un des meilleurs joueurs offensifs, si ce n'est le meilleur joueur offensif qu'on a jusqu'ici cette saison. Donc pour moi, je suis quand même assez inquiet. Je ne me suis pas encore exprimé depuis le début de cette rubrique, mais je suis quand même assez inquiet au niveau de ce déplacement parce que ça intervient juste après la claque qu'on vient de prendre contre Carouge. Et disons que si j'avais dû choisir, c'est pas exactement le match que j'aurais programmé une semaine plus tard sans Toiti. Ouais, on va dire le meilleur joueur en termes de création, hein, parce qu'on va rien enlever au début de championnat extraordinaire de Skelkin de Maasai, qui est quand même à 5 buts et 5 passes décisives, mais des Maasai, on le voit à la finition et dans la dernière passe, mais c'est vrai que dans la création, dans l'apport des actions offensives, Toiti est omniprésent. Il a les clés, comme je disais en début de rubrique. Ouais, Mickaël. Non, bah, c'était juste pour dire, c'est vrai qu'il y a des matchs plus agréables pour éviter tout début de série, quoi. Là, c'est vrai que aller là-bas, euh, l'équipe change, mais le contexte pourri, lui, est toujours le même, hein, rassurez-vous. Mais aller là-bas dans un contexte et face à une équipe qui est intéressante euh, et voilà, qui a encore jamais perdu chez elle, etc. C'est forcément pas le contexte le plus agréable pour se relancer tout de suite. Mais voilà, on va voir comment l'équipe et Willy Forte arrivent à composer avec ces différents éléments. Je pense que l'absence de Toiti va peut-être reconditionner encore un petit peu un changement dans l'effectif, enfin, dans la composition. Euh, on verra. Pour le moment, c'est ce qu'a fait, c'est un peu les options qui ont été privilégiées par Willy Forte lorsque Toiti n'était pas là. Je sais pas, franchement, comment est-ce qu'on va aborder ce match. Mais en tout cas, ce serait une belle surprise d'aller tirer quelque chose de là-bas parce que on le sait, c'est compliqué, et d'autant plus cette année. Ouais. Ouais, pour terminer, un petit pronostic, messieurs. Varam, allez, mouille-toi en premier. Du coup, Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, allez, je vais dire match nul 2-2. ok, Mathéo. Match nul 1. Ok, Je vais faire Michael. les grilles, mais moi je pense qu'on va perdre, donc je dirais, je sais pas. Enfin, après, les scores, 2-0, je sais pas. Je le sens pas du tout. Ouais, alors le pronostic, je ne demandais pas forcément le score, mais plus le déroulement du match.
Moi, le pronostic optimiste me dit qu'on va ramener quelque chose, un point. Mais je pense que réalistiquement, enfin, il y a pas beaucoup de signaux qui montrent. Alors, on est encore à 6 jours du coup d'envoi, hein, donc il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir 3 joueurs qui se font les croisés à l'entraînement, et puis c'est pas la même. Mais vu tout le contexte, le fait qu'on est privé de Toiti, la qualité de Bellinzone, surtout sur son terrain, ouais, je pense que ouais, si on ramène un point, je serais très très content. Puis si on ramène plus, c'est encore mieux. Mais je me prépare mentalement à un long déplacement suivi d'une défaite. On va devoir se réinventer, hein. Moi, j'ai un peu peur du match brouillon et un peu pauvre offensivement. On verra à quel point ils arrivent ou non à nous faire un peu mentir nos inquiétudes, mais c'est vrai que c'est franchement pas un match où je suis très optimiste. Non, bah on avait l'habitude d'avoir un petit peu plus d'optimisme cette année, mais C'est il y vrai. a des matchs comme ça où on ne la sent pas, et il faut aussi dire, c'est aussi un peu notre travail entre guillemets d'analyser et puis de vous présenter les matchs le plus réalistement possible, comment nous on le perçoit. Ça se base sur le maintenant, ça se base sur notre histoire dans ce stade. Donc voilà, on va pas se cacher, on est de loin pas le favori de cette rencontre, même si on est devant eux au classement à ce moment-là. Au moment du coup d'envoi, on sera devant eux au classement, dans tous les cas. Ouais. Donc voilà. Ok, alors on peut sans autre passer à la fin de l'épisode. Voilà, alors moi j'ai qu'une chose à dire pour la fin de cet épisode. Vous l'avez vu, depuis hier, nous avons eu la chance de mettre au concours un maillot généreusement offert par Hussein Touati. Alors Hussein, on sait que tu nous écoutes, donc on te remercie beaucoup pour ce cadeau que tu as fait à la base pour l'équipe de Xamcast, mais on a fait aussi le choix de l'offrir à une personne de notre communauté. Donc vous l'avez vu, le concours est en ligne sur notre page Instagram et il se terminera, j'ai terminé donc samedi prochain lors du match contre Bellinzone à minuit, et puis il y aura le tirage au sort dans la foulée et le vainqueur sera annoncé dans notre épisode 11 la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à participer et tenter d'obtenir ce maillot dédicacé, hein, je ne l'ai pas précisé, offert et dédicacé par Hussein Touati. Sinon, chers auditeurs, on vous remercie de nous écouter. Vous êtes toujours très nombreux et ça nous fait chaud au cœur. On vous souhaite une très bonne semaine et puis on espère vous voir nombreux la semaine prochaine du côté du Stadio Comunale. L'équipe de Xamcast y sera présent relativement en force, hein, on peut le dire, puisque à ce jour, on est 3 en tout cas à avoir décidé de nous rendre au Stadio Comunale. Et puis, bonne semaine à vous aussi, messieurs les animateurs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11. Bye bye. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.